Le monde aujourd'hui, vendredi 27 décembre, bonsoir et bienvenue sur VOA Afrique. Je suis Alexandrine Rolognon, en direct de Washington et voici les titres. Sénégal, Ousmane Sonko veut annuler la loi d'amnistie des violences politiques entre 2021 et 2024. Face aux députés aujourd'hui, le Premier ministre a dévoilé son plan de rupture pour les 5 prochaines années. En RDC, Joseph Kabila et Moïse Katumbi s'unissent contre le projet de réforme constitutionnelle du président Tshisekedi. Les deux leaders politiques appellent les Congolais à résister. Analyse à suivre. À quoi va ressembler l'immigration aux États-Unis sous Donald Trump? La future administration prévoit une application plus stricte des lois, mais qu'est-ce que cela pourrait signifier? Explication dans cette édition. Et en seconde partie, votre rendez-vous culturel avec Roger Moutou. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a présenté ce vendredi même son ambitieux plan de rupture pour les 5 prochaines années, axé sur la justice, la réforme fiscale et la lutte contre la vie chère. Devant l'Assemblée nationale, il a promis des mesures sociales et économiques pour transformer le Sénégal, tout en annonçant l'abrogation de la loi d'amnistie et d'établir des responsabilités. Ces propositions ont reçu un accueil majoritairement favorable au Parlement. Éric Manirakiza. Malgré une économie décrite comme catastrophique, Ousmane Sonko a réitéré son ambition de positionner le Sénégal parmi les économies africaines les plus compétitives. Il a présenté ses axes stratégiques, notamment une réforme fiscale visant à élargir l'assiette tout en réduisant les taux d'imposition et une rationalisation des subventions énergétiques pour soutenir les ménages les plus vulnérables. Il s'est également engagé à densifier le tissu industriel et à accélérer l'exploitation des ressources gazières prévues pour 2025. Parmi les mesures phares, il a annoncé l'abrogation de la loi d'amnistie adoptée sous le président Macky Sall concernant les violences politiques entre 2021 et 2024. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là. Il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Le Premier ministre a aussi abordé des sujets comme l'application du principe de réciprocité des visas, la lutte contre l'immigration clandestine, la généralisation de l'anglais et l'intégration des langues nationales dans le système scolaire. Enfin, il a salué la décision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de fermer les bases militaires françaises, déclenchant des applaudissements au Parlement. Ce discours de politique générale très attendu avait été reporté à plusieurs reprises. Ousmane Sonko avait refusé en juin de se présenter devant le Parlement dominé à l'époque par un camp qui lui était hostile. Restons dans la sous-région ouest-africaine où le bloc régional, la CEDEAO, prend la défense du Nigeria après que le Niger a affirmé que son voisin complotait pour le déstabiliser. Le chef militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a accusé le Nigeria d'héberger 2 ressortissants français qu'il avait expulsés officiellement pour des activités antigouvernementales. Tiani s'en est également pris à la CEDEAO et a affirmé que la France avait établi une base au Nigeria où elle armait des groupes terroristes dans la région du lac Tchad pour fomenter des troubles dans son pays. Depuis des années, le Nigeria soutient la paix et la sécurité de plusieurs pays, a commenté la CEDEAO dans un communiqué. Le bloc régional dit réfuter toute insinuation selon laquelle un pays aussi généreux et magnanime deviendrait un État soutenant le terrorisme. Arrestation d'un opposant guinéen pour offense au chef de l'État, Ali Ouba, chef du mouvement démocratique libéral, se trouvait ce vendredi à la division des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Selon son avocat, il a été arrêté hier et placé en garde à vue alors qu'il se rendait en Sierra Leone en compagnie de 2 de ses collaborateurs. Les forces vives de Guinée et l'Organisation guinéenne des droits de l'homme ont dénoncé son arrestation. L'opposition dénonce un exercice de plus en plus autoritaire du pouvoir et de multiples violations des droits en Guinée.
L'actualité en RDC à présent et cet appel de l'ancien président Joseph Kabila ainsi qu'une autre figure majeure de l'opposition congolaise, Moïse Katumbi. Il demande aux Congolais de résister contre la volonté de l'actuel chef d'État, Félix Tshisekedi, d'opérer une réforme constitutionnelle. Les deux leaders politiques se sont rencontrés hier à Addis Abeba en Éthiopie. Pour un commentaire, Eddy Sango a joint à Kinshasa le porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Maître Hervé Diakissé. Les présidents Joseph Kabila et le président Moïse Katumbi se sont rencontrés, en effet, en tant que compatriotes et aussi responsables politiques. Le président Joseph Kabila, ancien chef de l'État, est aussi autorité morale d'une grande famille politique qu'est le FCC, qui a choisi de faire de l'opposition extra-institutionnelle. Et Moïse Katumbi est à la tête du plus grand parti de l'opposition. Et en plus, c'était candidat à la présidence de la République, à qui on avait spolié ses voix. Ils ont lancé un appel au refus de changer des constitutions ou de modifier des constitutions, du pouvoir à vie et à la volonté de mobiliser notre peuple à la résistance. Toute personne sensée qui aime le Congo et qui aime les Congolais savent que l'initiative hasardeuse du président Tshisekedi va davantage créer la division entre les populations et va consolider davantage la fracture au niveau du Congo. Nous avons des sérieux problèmes. Ce n'est pas le moment où nous allons commencer à encenser quelqu'un qui veut juste établir un pouvoir à vie parce qu'il se sent gêné par les dispositions constitutionnelles qui ont été voulues justement pour consolider la démocratie et l'expression de la volonté du peuple. Cet appel est un appel patriotique, justement, à sauvegarder les acquis républicains et à éviter les dérives dictatoriales dans lesquelles, malheureusement, nous avons tous aujourd'hui basculé. La rencontre de Genval entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu procède de la même logique que la rencontre qui a eu lieu avec le président Kabila. C'est d'élargir autant que possible le champ républicain, les champs des acteurs politiques qui visent aujourd'hui à sauver les acquis de la République, qui communient avec la misère du peuple congolais et qui sent qu'il est nécessaire, par-delà nos divergences politiques, qui existeront toujours, et on est dans une démocratie, nous avons des valeurs qui sont fondamentales et communes, notamment ce pourquoi le peuple congolais s'est sacrifié, les refus d'une dictature, les refus d'un pouvoir à vie, les refus d'un régime qui s'assit sur les droits fondamentaux du peuple congolais, qui garantit l'impunité et le pillage de nos ressources. Venons-en à l'actualité ici aux États-Unis. Le président des États-Unis, Donald Trump, a fait de l'immigration un enjeu majeur de sa campagne présidentielle de 2024. Et sa future administration prévoit une application plus stricte des lois. Que pourraient signifier ces politiques? Le reportage d'Aline Barrault, correspondante de la VOA en matière d'immigration, relaté par Jacques Aristide. Pendant sa campagne présidentielle, le républicain Donald Trump, alors candidat, a promis des mesures frontalières plus rigoureuses, notamment un plus grand nombre de détentions et d'expulsions des sans-papiers. Nous allons nous retrouver avec la plus grande expulsion de l'histoire américaine. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix car aucun pays ne peut le supporter. Les plans possibles de M. Trump incluent l'agrandissement des centres de détention et un retour au programme nommé Remain in Mexico, rester au Mexique, qui exige que les migrants demeurent au Mexique en attendant de l'examen de leur dossier par les autorités d'immigration des États-Unis. Tom Homan, choisi pour devenir à son tsar des frontières, affirme que la mise en œuvre plus rigide de la loi vise à améliorer la sécurité publique et nationale. À la suite de la plus grande crise d'immigration illégale que nous avons jamais vue dans ce pays, il doit y avoir une opération d'expulsion massive. Certains experts en matière d'immigration sont d'avis que les expulsions massives affaibliront la sécurité publique en décourageant les immigrants de rapporter les crimes.
Comparé aux personnes nées aux États-Unis, les immigrants sont plus susceptibles de signaler les crimes à la police. Mais des études ont montré à plusieurs reprises que lorsque la répression indiscriminée augmente dans un endroit donné, cela réduit le taux déjà élevé de signalement des crimes ou le taux plus élevé de signalement des crimes parmi les immigrants. Les administrations, tant démocrates que républicaines, ont généralement laissé en liberté les migrants n'ayant pas de casier judiciaire en attendant les procédures d'immigration. Cette situation pourrait changer avec une détention obligatoire qu'envisagerait la future administration. Si j'étais un résident permanent légal, titulaire d'une carte verte, je serais sûr maintenant d'avoir en ma possession ma carte verte. Les responsables de la future administration Trump déclarent que ces mesures dissuaderont les criminels. Mais David Beer de Cato Institute dit que ce n'était pas le cas la dernière fois. Les expulsions massives vont déprioriser les délits graves. À son arrivée au pouvoir, la première administration Trump a annulé toutes les exigences pour se concentrer sur les délinquants ayant commis des délits graves, les criminels en premier, et en conséquence, sans surprise, ICE, l'agence de contrôle de l'immigration américaine, a doublé le nombre d'arrestations de non-criminels. Pendant ce temps, ajoute David Beer, le nombre de criminels arrêtés alors qu'ils tentaient de traverser la frontière a triplé. Donald Trump indique qu'il agira sur l'immigration dès le premier jour de sa présidence, le 20 janvier. Et que fera Donald Trump en matière de sécurité nationale ? Eh bien, l'effort promis par le président élu de remodeler le gouvernement américain devrait englober l'une des principales agences de maintien de l'ordre et de renseignement du pays. Découvrons Kash Patel, le choix de Trump pour diriger et réformer le FBI dans ce sujet réalisé par Jeff Seldin, correspondant de la VOA en matière de sécurité nationale. Le récit est de Dili Diko. Cette annonce en a surpris plus d'un. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré à ses employés qu'il quitterait ses fonctions lorsque le président élu Donald Trump entrerait dans la Maison-Blanche. C'est la meilleure façon d'éviter d'entraîner le bureau dans la mêlée. Il a donné quelques derniers ordres. Ce qui ne peut et ne doit absolument pas changer, c'est notre engagement à faire ce qu'il faut de la bonne manière à chaque fois. Mais le changement s'annonce. Kash Patel, choisi par Donald Trump pour diriger le FBI avant même que M. Wray n'annonce son intention d'écourter son mandat de 10 ans, rencontre les législateurs et plaide en faveur de sa confirmation. À 44 ans, Kash Patel est un ancien avocat public et procureur fédéral qui a servi comme conseiller à la sécurité nationale et au Pentagone pendant le premier mandat de Donald Trump. Je pense que ce qui le rend vraiment attirant pour Trump, c'est encore une fois qu'il a vu ce qu'il pensait et que le président Trump pensait être des abus du ministère de la Justice, du FBI en particulier, d'aller peut-être enquêter où il n'aurait pas dû le faire. C'est quelque chose que Patel a accepté de dire à voix haute. Je suis honoré d'être ici pour soutenir Donald J. Trump. Il est victime, mais nous, en tant que pays, nous sommes encore plus victimes de l'instrumentalisation inconstitutionnelle de la justice. Kash Patel a provoqué la colère de ses opposants en déclarant qu'il fermerait le siège du bureau à Washington, qu'il réduirait les pouvoirs de surveillance du FBI et qu'il diminuerait la taille des opérations de renseignement du bureau. Il a également appelé à anéantir l'État profond et dans son livre « Government Gangsters », paru en 2023, il a dressé une liste de 60 fonctionnaires qui n'étaient pas d'accord avec M. Trump. Certains des changements qu'il pourrait vouloir apporter, il peut le faire avec du tonus ou avec quelques changements de personnel. Mais s'il veut vraiment apporter ces changements significatifs, cela nécessitera plus de travail de la part des pouvoirs exécutifs et législatifs, quelque chose qui prend un peu plus de temps qu'il ne peut pas faire tout seul. Kash Patel, selon Trump, est l'homme qu'il faut pour au moins commencer. Ailleurs dans le monde, le président par intérim de la Corée du Sud destitué à son tour par les députés. Le vote s'est déroulé sous les protestations bruyantes des députés du parti au pouvoir, le PPP, qui se sont mis à chanter et à lever le poing en signe de colère. C'est au ministre des Finances, Choi Sang-mok, que revient désormais la charge de chef de l'État par intérim.
Il s'agit de la première destitution d'un président par intérim après celle du président titulaire dans l'histoire de la Corée du Sud. Les députés avaient déjà voté le 14 décembre en faveur du limogeage du président conservateur qui avait imposé la loi martiale et envoyé l'armée au Parlement. C'était au début de ce mois avant de reculer quelques heures plus tard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans le monde aujourd'hui, ce vendredi 27 décembre. On n'a pas fini. Restez avec nous pour le rendez-vous culturel de Roger Montou et les magazines juste après la pause. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full D. Dans des Full B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de cette édition. Faisons un petit bilan de l'actualité dans le monde. 2024 a vu une réorganisation majeure de l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Le Liban a une fois de plus été au centre de ce bouleversement alors qu'Israël a lancé des raids et des frappes aériennes massives en réponse aux attaques du Hezbollah, détruisant au passage des pans entiers du pays. Un cessez-le-feu fragile en novembre a fait taire les bombardements, au moins temporairement, mais le changement de régime en Syrie menace d'accroître l'instabilité en 2025. Le reportage de Jacob Russell à Beyrouth, repris par Jacques Aristide. Même pour un pays comme le Liban, 2024 a été une année tumultueuse. La guerre entre le Hezbollah et Israël a englouti le pays après avoir couvé pendant près d'un an le long de la frontière. Le puissant et charismatique chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué, de même qu'une grande partie de ses hauts dirigeants. Autrefois une force politique majeure au Liban et un fidèle allié de l'Iran, le parti a été ébranlé et a accepté les conditions d'un cessez-le-feu à la fin du mois de novembre. Je pense que l'Iran et ce qui reste du Hezbollah se sont dit qu'ils avaient besoin d'une désescalade. Ils ont besoin de plusieurs années de calme et de stabilité pour trouver la voie à suivre pour l'Iran et pour eux-mêmes, pour leur stratégie de reconstruction du Hezbollah. Mais le calme et la stabilité s'avèrent difficiles à trouver. À peine quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre, les rebelles de la Syrie voisine ont lancé une offensive de grande envergure qui a renversé en 2 semaines le régime d'Assad après plus de 13 ans de guerre civile. Le Hezbollah a joué un rôle prépondérant pour maintenir Assad au pouvoir. Dans une guerre avec tous ces éléments changeants, vous comprenez parfaitement, comme toute force en Syrie, que vous avez juste une chance. Le Hezbollah est rétrogradé, l'Iran est en difficulté, la Russie est en difficulté en Ukraine. C'est le bon moment pour agir. La chute d'Assad a coupé les voies d'approvisionnement entre l'Iran et un Hezbollah déjà affaibli. Avec les conditions de cessez-le-feu qui exigent que le Hezbollah se retire de la frontière israélienne, des analystes voient s'ouvrir une fenêtre d'opportunité pour le Liban. Le Sud Liban ne remplit plus de fonctions militaires stratégiques pour l'Iran. C'est une bénédiction pour le Liban. Cela signifie qu'ils n'investiront pas dans une présence militaire majeure dans le sud du Liban. Comme toujours, il y a un équilibre délicat à trouver. Le Hezbollah est un acteur régional majeur depuis des décennies et maintient une base civile importante et fidèle au Liban. Son effondrement laisserait un vide dangereux. Si nous voulons une défaite totale et écrasante du Hezbollah comme celle du Baas en Irak,
Nous allons assister à une guerre sans fin de la région où les voitures piégées vont exploser de Bagdad à Jérusalem. Le Liban lui-même s'effondrerait. Avec les événements qui se déroulent à un rythme vertigineux dans toute la région, le Liban est confronté à une incertitude majeure en 2025 et sa population se prépare à une nouvelle année marquée par des violences. C'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Montou qui vient de s'installer. Bonsoir Roger. Bonsoir Alex, j'espère que tu as passé une bonne fête de Noël. Parfait, c'était simple mais bien. Bien, c'est l'essentiel. Nous parlons de la toute première célébration de Noël de Notre-Dame de Paris depuis l'incendie qui avait ravagé l'édifice historique. Excusez-moi. Oui, effectivement, l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, a présidé mercredi matin la messe du jour de Noël Notre-Dame de Paris, en fait pour la première fois, on doit le dire ici, depuis l'incendie de 2019. Cette célébration prévue à 11h, soit à 10h GMT, est transmise sur France 2, s'est déroulée avec ferveur. Deux autres offices ont également eu lieu dans la cathédrale à 8h et 18h, accueillant des fidèles venus nombreux, malgré une jauge stricte de 2700 personnes. Mardi, veille de Noël, la cathédrale a attiré de nombreux fidèles lors de plusieurs offices, notamment pour la traditionnelle messe de minuit. Monseigneur Ulrich a adressé un message chaleureux en déclarant « Joie au ciel, paix sur la terre, joyeux Noël à vous tous qui êtes ici dans cette cathédrale pour célébrer la fête de Noël ». Plus tôt, il avait rendu hommage aux talents déployés sur le chantier de restauration, soulignant que la douleur de l'incendie et les 5 années de séparation ont été effacées, laissant place à la joie des retrouvailles. Donc c'est une joie, comme on le voit, comme on le sait, on a tous couvert ça ici sur VOA Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. On a suivi également sur les chaînes de VOA Afrique. Après la France, venons ici aux États-Unis, Roger. À Hollywood, des voix s'élèvent en soutien à Blake Lively après sa plainte contre l'acteur Justin Baldoni. Exactement. Les soutiens à l'actrice Blake Lively se sont multipliés après l'action en justice qu'elle a initiée contre le réalisateur Justin Baldoni, vous l'avez dit, costard du film Plus jamais, pour harcèlement sexuel et représailles. Dans sa plainte révélée par le New York Times ce week-end, Madame Lively a ciblé le studio de production du film, le producteur Jamie Heath, Justin Baldoni, ainsi que des experts en gestion de crise. Elle a reproché de comportements inappropriés, notamment d'ordre sexuel pendant le tournage. Monsieur Baldoni a improvisé des gestes d'intimité physique qui n'avaient été ni répétés, ni chorégraphiés, ni discutés avec Madame Lively sans l'implication d'un coordinateur d'intimité, indique la plainte. Elle a donné en exemple une scène où plusieurs baisers improvisés ont été ajoutés à chaque prise. Par ailleurs, Blake Lively a accusé Jamie Heath de l'avoir regardé seins nus dans sa loge, malgré sa demande de ne pas se retourner. En réponse, Brian Friedman, avocat de M. Baldoni et du studio Wayfarer, a dénoncé des accusations complètement fausse, scandaleuse et volontairement salsace, si je dois dire ainsi. C'est ce qu'on continue à suivre, en tout cas à Hollywood. Une actualité difficile. Exactement. Merci Roger. Exactement. Vous restez avec nous pour une découverte maintenant, toujours ici aux États-Unis. Une histoire de foi et de don de soi que je reprends pour vous. Une jeune femme d'origine ghanéenne qui découvre une vocation de religieuse à travers son métier d'infirmière. On regarde. Sœur Seiram Marie Adjokba, qui a grandi au Ghana, mais s'est installée aux États-Unis à l'âge de 14 ans, n'avait jamais vu de religieuse avant l'âge de 25 ans. La jeune femme menait une vie d'infirmière bien remplie, allant à l'école et à l'église. Mais c'est en travaillant comme infirmière pendant la pandémie de Covid-19 qu'elle a commencé à ressentir l'appel ou l'attrait de la vie religieuse. I started nursing about the age of 18. J'ai commencé à travailler comme infirmière à l'âge de 18 ans et j'ai toujours aimé ce travail. Cependant, pendant la pandémie, ma foi en Dieu est montée en flèche.
Comme vous le savez, c'est principalement parce que personne ne savait à quoi nous avions affaire. Et le fait d'être en première ligne était un peu effrayant. Devenir religieuse ne faisait pourtant pas partie des plans de Seyram. Elle a toujours voulu se marier comme ses parents et avait même choisi le nom de ses futurs enfants. Pour quelqu'un qui n'a pas grandi autour de religieuses ou de la vie religieuse en général, je ne savais rien de cette vie. J'ai toujours connu le mariage et mes parents ont un beau mariage auquel j'aspirais. À 27 ans, elle a pris la décision rare de devenir religieuse et de rejoindre la communauté intergénérationnelle des Sœurs de la Sainte Famille à la Nouvelle-Orléans. L'un des rares ordres religieux fondés pour les femmes noires aux États-Unis 2 décennies avant la guerre de sécession. Elle rejoint les 1% de sœurs américaines âgées de 30 ans ou moins, renonçant à tous les attraits de la vie moderne. On pensait qu'en entrant au couvent, on perdrait sa carrière et ce que vous faites. Mais ce n'était pas le cas. Je suppose que c'est en quelque sorte la raison pour laquelle vous trouvez un endroit où vous pouvez servir avec vos dons. 3 ans après son entrée dans la communauté, Sœur Seyram a prononcé des vœux temporaires et est actuellement en mission dans la maison de retraite de la communauté, de l'autre côté de la rue, où elle aide à prendre soin des sœurs les plus âgées. Avant de clore ce journal, retournons à Hollywood pour souhaiter un joyeux anniversaire à Denzel Washington qui va fêter son 70e anniversaire demain samedi. L'acteur, producteur et réalisateur est né à New York le 28 décembre 1954. La longue et riche carrière de Denzel Washington lui a valu 2 Oscars pour son film Glory en 1990 et Training Day en 2002 sur 10 nominations, 3 Golden Globe Awards et un Tony Award, ainsi que des nominations pour 2 Emmy Awards et un Grammy Award. Washington a récemment joué dans Gladiator 2 de Ridley Scott. Il a produit The Piano Lesson, l'adaptation cinématographique Netflix de la pièce du même nom d'August Wilson avec son fils John David Washington, aux côtés de Daniel Dead Wheeler et de Samuel Jackson. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette édition Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique depuis Washington. Merci pour votre fidélité à ce programme. Le rendez-vous, vous le savez, c'est du lundi au vendredi à 19h30 en temps universel. Je vous souhaite un très bon week-end avec les programmes de VOA Afrique et n'oubliez pas notre site web voaafrique.com et nos réseaux sociaux. Bonne soirée à tous. Attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Après une longue pause, l'émission radio la plus captivante et divertissante sur VOA Afrique est de retour en studio 2. C'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique, anglais, blague du jour, actualité, interview, débat et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement sans fin. Alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes chaque soir entre 20h et 21h temps universel. RM Show, c'est pas une émission, c'est une expérience. God bless. Peace Africa. Attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Après une longue pause, l'émission radio la plus captivante et divertissante sur VOA Afrique est de retour en studio 2. C'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique, anglais, blague du jour, actualité, interview, débat et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement sans fin. Alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes chaque soir entre 20h et 21h temps universel. RM Show, c'est pas une émission, c'est une expérience. God bless. Peace Africa.